Salut! La drogue est un sujet passionnant, extrêmement riche, aussi bien du point de vue politique que social, philosophique, existentiel. Et c'est également un sujet où il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de préjugés à déconstruire. Je ne vais donc pas me contenter de faire une vidéo. En fait, je démarre une chaîne entièrement consacrée au sujet. Cette vidéo est présente sur les deux chaînes, le Patient Zéro et sa petite sœur, le Sage Drogué. Ce nouveau projet se donne pour objectif de lutter contre la désinformation sur les drogues et leurs usagers et usagères. Si le sujet vous intéresse, ou si vous avez simplement envie de me soutenir, n'hésitez pas à aller vous abonner, le lien de la chaîne est en description. Allons-y. La première chose que je voudrais dire, c'est que la drogue est ce qu'on appelle un sujet de société, c'est-à-dire qu'elle occupe une place particulière dans l'imaginaire collectif. Elle est associée à toute une série de croyances relatives à des pratiques, des comportements, des dangers, des classes sociales. Tout le monde a une idée, une image, un sentiment à propos des drogues. C'est un sujet de société aussi en ce sens, personne n'y connaît rien, mais tout le monde a un avis sur la question. En fait, comme pour tous les sujets, les individus qui s'y penchent sérieusement sont rares, donc beaucoup d'idées fausses circulent à propos des drogues. Et le danger de la désinformation est d'autant plus important que la drogue génère beaucoup de fantasmes. Je veux dire que ce qu'on s'imagine à propos de ces substances et de leurs usagers et usagères est souvent teinté de mystère, d'interdit. Il y a une forme de fascination pas toujours très nette pour la question. C'est un sujet un peu tabou. Aussi, on peut remarquer que ça ne fait pas sérieux. Prendre de la drogue, revendiquer sa consommation ou en défendre l'intérêt jette immédiatement une sorte de discrédit sur soi. Presque chaque fois que j'ai tenté d'avoir une conversation sur le sujet, je me suis heurté à des préjugés et à une forme de refus de principe. Il est important de comprendre que les drogués forment une minorité sociale. C'est une catégorie de la population opprimée par le système dominant. Il faut rappeler l'évidence, le fait de consommer des drogues expose à tout un tas de difficultés, d'obstacles, de contraintes. Sans même rentrer dans le détail de la situation législative, il faut dire que la société est largement toxicophobe. Il faudra sûrement y consacrer une vidéo à part entière, mais disons pour le moment que consommer de la drogue vous associe immédiatement à des clichés méprisants et parfois même très violents. C'est une discrimination. Par conséquent, les usagers et usagères ont tendance à faire profil bas. On les comprend. Mais ça n'arrange pas notre problème. Puisqu'on n'entend pas les concerner, puisqu'on ne s'intéresse pas à leur point de vue, l'imaginaire autour des drogues est déconnecté de la réalité de l'usage. Les représentations qu'on associe spontanément aux drogues ne viennent ni des gens qui consomment ces substances, ni des gens qui rencontrent et connaissent les gens qui consomment ces substances. Alors d'où viennent ces idées, ces représentations? Il y a les films et les séries, bien sûr, les documentaires, les émissions de télé racoleuses, les chansons, la presse écrite, bref. Avant qu'on se lance dans le sujet, je crois que ce que je voudrais vous demander, sauf bien sûr si vous êtes vous-même usager ou usagère, ou que vous êtes déjà bien renseigné, c'est d'essayer autant que possible d'oublier tout ce que vous croyez savoir sur les drogues. Car à moins que vous ne soyez vraiment penché sur le sujet, il y a de très fortes chances pour que votre conception soit orientée par le traitement culturel et médiatique auquel nous avons tous été exposés tout au long de notre vie. Et je vous y invite d'autant plus que, si on s'y attarde un peu, on se rend compte que c'est un sujet fascinant, important et révélateur, à la fois de la manière dont la société fonctionne, mais aussi de la manière dont nous approchons l'existence, dont nous envisageons plus ou moins consciemment le fait même de vivre. Il me semble fondamental de prendre le temps, de faire l'effort de réfléchir au fait même de vivre, à la manière dont nous expérimentons la vie, à ce que cela implique d'exister, donc de ressentir, de penser, à ce que nous valorisons, à la place que nos croyances jouent dans nos décisions. Or, précisément, prendre une drogue volontairement, c'est choisir de modifier son état de conscience. Et modifier son état de conscience, c'est une manière de mettre en perspective les différentes manières que nous pouvons avoir d'expérimenter l'existence. Ça permet de voir sous un autre jour notre expérience du fait d'être en vie. Rien que pour cela, les drogues forment un objet d'étude fascinant, pour leur capacité à ébranler la domination de notre état de conscience ordinaire, pour leur capacité à nous libérer de notre perspective quotidienne. Peu de choses permettent aussi efficacement, aussi profondément et quasi sur commande de faire bouger notre perspective sur l'expérience, de faire bouger notre manière de voir la vie. Par ailleurs, l'étude des drogues, des pratiques et de son traitement social et culturel permet d'éclairer certaines dimensions de la vie humaine, aussi bien individuelle que collective. Au niveau individuel, on peut dire qu'il existe tout un tas de moyens de modifier son état de conscience, et donc différents états modifiés de conscience. Pourquoi aime-t-on modifier son état de conscience? Et pourquoi de telle manière plutôt que de telle autre? Quels sont nos goûts en matière d'expérience? Et qu'est-ce que ces préférences révèlent-elles sur nous? Sur la valeur que nous donnons aux différentes expériences qui jalonnent l'existence? Et puis au niveau collectif,
il faut dire que s'il existe tout un tas de moyens de modifier son état de conscience, la société ne se comporte pas du tout de la même manière vis-à-vis de chacun de ces moyens. Or, ces différences de traitement ne vont pas toujours de soi. Pour quelle raison telle substance est-elle acceptée et telle autre interdite? Pourquoi celle-ci jouit d'une bonne réputation quand telle autre inspire le mépris ou le dégoût? Pourquoi certaines substances, et donc par extension certaines expériences, sont-elles davantage acceptées que d'autres par la société? Comment en sommes-nous arrivés à condamner certaines altérations de conscience? La manière dont nous gérons collectivement ces substances éclaire certains aspects de l'organisation sociale, et notamment de notre système de valeurs, de notre rapport aux normes. Parce que la drogue renvoie à une expérience alternative. C'est-à-dire qu'elle permet l'accès à une forme d'expérience qui diffère de ce que l'on a l'habitude d'éprouver, de ce que la société identifie comme la norme, comme une expérience normale, donc de ce que la société nous encourage à éprouver. Par extension, la drogue renvoie donc à l'idée d'un mode de vie alternatif. Construire sa vie autour d'expériences alternatives, d'expériences que la société ne considère pas comme normales, cela a pour conséquence de se retrouver en décalage vis-à-vis du mode de vie dominant. Il faut reconnaître que la société propose différentes manières de vivre. Elle nous encourage à en adopter certaines, notamment en conférant un statut et en offrant des privilèges à celles et ceux qui les incarnent. Aussi, elle décourage d'en adopter d'autres, soit indirectement, par une simple dévalorisation. Il suffit de penser aux conditions de travail et au salaire des infirmières par exemple. Soit directement, en intellisant des pratiques, comme c'est le cas avec les drogues. Il est vrai que ces injonctions varient d'un milieu social à un autre. Il existe des milieux où la consommation est acceptée, voire encouragée. Peut-être même existe-t-il des contextes où il est mal vu de n'avoir aucune expérience de substance. Pourquoi la société entretient-elle une telle ambivalence dans le rapport aux drogues? Pourquoi ce mélange de fascination et de condamnation? Je dis que les drogues occupent une situation ambiguë dans la société pour deux raisons. D'un côté, la drogue renvoie majoritairement à des produits illégaux, associés comme on le disait à des modes de vie alternatifs. Les consommateurs et consommatrices sont pour la plupart marginalisés du fait de leur consommation. Et dans le même temps, le paysage culturel est truffé de références aux drogues. Des films et des romans mettent en scène des usagers et usagères, des chansons vantent les substances, des journalistes font des reportages sensationnalistes. C'est donc à la fois un truc marginal et un truc dont on parle beaucoup. C'est pas anodin, parce que comme on le disait, ça génère beaucoup de clichés. Par exemple, j'ai l'impression que lorsque les films et les séries parlent de drogue, il n'y a que 3 options possibles pour le scénariste. 1. La drogue est une occasion de plaisanterie. Un personnage a pris quelque chose de fort ou une trop grosse dose et il va faire n'importe quoi. Oh là là, comme c'est rigolo. Il est ouvertement ridicule et c'est souvent le regard des gens sobres qui domine la situation, qui juge son état de conscience altéré. 2. La drogue est un enfer. Consommer, c'est forcément perdre le contrôle sur sa consommation, sur sa vie et tomber dans une spirale d'horreur. 3. C'est la drogue comme transgression, comme aventure, comme prise de risque, comme expression d'un désir irrépressible de jouer avec le feu. Jamais ne montre-t-on des consommateurs et consommatrices qui gèrent, des gens qui ont un rapport équilibré à une substance, pour qui ça se passe globalement bien, une relation non spectaculaire, non dramatique, à une substance qui enrichit leur vie sensiblement. Ou alors tout simplement comme quelque chose d'anodin, qui ne pèse pas sur l'histoire. Vous conviendrez que ça biaise notre imaginaire. Un autre exemple de cette ambiguïté, c'est quand la société célèbre certaines personnalités associées à une consommation de drogue. Johnny Hallyday a évoqué à de nombreuses reprises en interview sa relation avec la cocaïne, ce n'était un mystère pour personne, et ça n'a jamais semblé atteindre sa popularité. On pardonne à Johnny parce que c'est une star, et une star de la musique qui plus est. Regardez ce cliché par lequel France Info commence son article. C'est ce qui fait de la consommation un truc acceptable, un truc cool et transgressif. Son statut social lui permet ce coming out d'usager sans prendre trop de risques. Ses funérailles semblent attester que même les plus hauts représentants de l'État ne voyaient pas de problème particulier à rendre hommage à un consommateur de stupéfiants. Aussi sans doute parce qu'il s'agit de cocaïne. Chaque substance a son imaginaire et Hollywood a beaucoup fait pour glamouriser la cocaïne. Je ne pense pas que Johnny aurait parlé avec autant de confiance d'une consommation d'héroïne, une substance qui pâtit d'une image plus sombre. Autre exemple, un type comme Beck BD peut faire de sa consommation de drogue un élément central de sa carrière. Il met en scène la consommation comme une sorte d'autodestruction d'artiste romantique. En un sens, il a marketé son rapport aux substances. Il en a fait une image de marque. Donc à lui aussi on pardonne. On accepte que Steve Jobs ait pris du LSD dans sa jeunesse parce qu'on le présente comme un entrepreneur exceptionnel. On voit donc cela comme une expérimentation, une aventure, voire comme quelque chose qui s'inscrit dans sa démarche créative. Mais on trouve moins d'excuses à l'étudiant en université qui fume du cannabis. Et par on trouve moins d'excuses, je veux dire que la société est plus prompte à le condamner, au sens propre comme au sens figuré. Et je ne parle pas du traitement que les médias réservent aux consommateurs et consommatrices de crack.
On pourrait croire que l'idée que l'on se fait de la drogue dépend surtout de l'usager. Si celui-ci a réussi, alors la drogue était soit un accident fortuit, soit quelque chose qui va avec un mode de vie d'artiste, soit une expérience ponctuelle enrichissante. Si au contraire l'usager a une vie compliquée, la drogue devient une des causes fondamentales de ses échecs. La phrase « il se drogue » devenant synonyme de « il détruit sa vie ». Pour la plupart des gens, la place qu'occupe la drogue dans la vie d'un usager ou d'une usagère est beaucoup trop floue. Ça conduit donc à de grands malentendus dont les drogués sont les premières victimes. C'est ce que l'on voudrait déconstruire ici. Bon, mais alors commençons par le plus simple. De quoi parle-t-on quand on parle de drogue ? La première chose à noter, c'est peut-être qu'il n'est pas évident de donner une définition claire et précise de la drogue. Je fais le pari que dans l'imaginaire collectif, les drogues ont au moins deux caractéristiques, elles sont dangereuses et addictives. On consacrera une vidéo à cette question, alors pour le moment, contentons-nous d'affirmer que cette association est fausse. Certaines drogues n'entraînent pas de pharmacodépendance et certaines drogues ne présentent pas ou peu de toxicité pour le corps. Alors, comment définit-on les drogues ? Soyons naïfs et allons faire un tour dans le dictionnaire. Premier dictionnaire, le Larousse. C'est généralement nuisible pour la santé. Bon, c'est pas hyper précis. Quant à santé, c'est encore une autre question. Pas facile de savoir à quoi ça renvoie exactement. Santé mentale, fonctionnement des organes, on y reviendra plus tard. Le « et consommé en dehors d'une prescription médicale » est un peu ironique quand on pense au scandale de l'Oxycontin aux États-Unis. On remarque que l'usage systématique de stupéfiants est illustré avec un exemple particulièrement sombre pour ne pas dire caricatural. On note aussi l'usage métaphorique « ma drogue c'est le café ». Dans cet usage, ce qui est uniquement mis en avant, c'est le caractère addictif. En ce sens, on réduit la substance à son pouvoir addictogène. Ce qui ferait l'essence d'une drogue, c'est sa capacité à entraîner une dépendance. Ça entretient l'imaginaire et le cliché de la drogue comme piège, l'idée que si tu essayes une fois, t'es foutu, t'es prise au piège, tu ne pourras pas t'en sortir. Deuxième dico, le Robert. Cette première définition au relent misogyne m'étonne, j'ai l'impression de ne l'avoir jamais trop rencontrée, passons, elle ne nous concerne pas trop. Ensuite, on trouve le classique substance toxique. C'est quand même pas dingue de précision. À ce compte-là, le cyanure est une drogue, le white spirit, le venin du serpent à sonnette, bref. Stupéfiant ne nous avance pas trop non plus. Ensuite, on a une définition par le droit, un stupéfiant interdit. Ça ne nous avance pas les masses. Enfin, consommation de stupéfiants, les ravages de la drogue. C'est typique, une définition qui ne précise rien, mais qui relaie un cliché. Le Robert ici n'informe pas, mais participe à l'imaginaire en place. Troisième dico, le littré. Sans commentaire. Si j'avais su que le dico le plus tradi réac serait celui le moins oppressif, bon, j'avoue que ça me fait un petit plaisir. 4. Le dico de l'Académie française. Il précise, généralement au singulier, ce qui n'est pas anodin. C'est vrai, il vaudrait mieux parler des drogues, tant elles sont différentes les unes des autres. On voit ensuite apparaître l'imaginaire social sur le sujet. On parle d'évasion du réel, et on met comme critère central la dépendance. Enfin, ce qui intoxique l'esprit. C'est un peu comme le « généralement nuisible pour la santé ». Cela part du principe que ce qui est bon ou mauvais pour l'esprit est une affaire réglée. Évidemment, il n'en est rien. On parle de ça plus précisément dans la deuxième partie de la vidéo. Enfin, le CNRTL. Il y a un tout petit peu de mieux avec le « peut conduire » qui sous-entend que ce n'est pas forcément automatique. Mais c'est bien peu pour combattre les clichés. Les effets mentionnés sont quand même pas bons et la suite est pire. Je ne pense pas que enivrante, euphorisante ou hallucinogène tempère vraiment cette image terrifiante. Faisons un petit détour par la définition que propose l'OMS. On voit là une approche bien plus prudente, mais au point où ce qui est écrit vaut également pour la nourriture. Et aussi d'ailleurs pour la pilule ou toute prise d'hormones, puisqu'elles sont susceptibles de modifier l'humeur. Donc bon, c'est quand même pas hyper pratique. Remarquons un truc, en français, drogue désigne en premier lieu des substances illicites. En anglais, drugs est employé pour les substances illicites aussi bien que pour les médicaments. Le mot, en France, renvoie forcément à une pratique cachée, d'où le mystère qui plane au-dessus. En anglais, on s'accorde à associer les substances interdites à celles, les médicaments, que la société identifie comme des produits bénéfiques. C'est intéressant aussi parce que ça rappelle le concept de pharmacone, qui, en philosophie, tend à désigner une chose qui est à la fois un remède et un poison. Une même substance peut être néfaste ou bénéfique. Donc qu'est-ce qui détermine si elle est néfaste ou bénéfique ? Précisément, le contexte d'utilisation, la dose, l'usager ou l'usagère, etc. C'est chouette de voir les choses ainsi parce que ça évite de condamner de manière unilatérale la substance. Ça va plus loin que « ce produit est dangereux ».
Au lieu de croire qu'une substance est intrinsèquement bonne ou mauvaise, on comprend que c'est notre relation à la substance qui peut être bonne ou mauvaise. Ça demande un petit effort de réflexion, ce qui est toujours bon signe. Je voudrais faire remarquer au passage qu'en anglais, on a tendance à qualifier l'ivresse issue des drogues comme being high, et que ça a une connotation bien plus favorable que être défoncé. Être super high peut laisser entendre qu'on plane très haut, qu'on prend de la hauteur sur sa vie, sur ses émotions. Être super défoncé évoque une destruction, un enfoncement, quelque chose de sombre. Bref, si je devais donner moi-même une définition, je dirais ceci. Drogue, substance addictive ou non, nuisible pour certains organes ou non, consommée pour l'altération de l'expérience consciente qu'elle permet. Voilà, je crois que ça permet à la fois de regrouper tout ce qu'on appelle drogue et de mettre en avant le seul dénominateur commun à tous les usages. Si on met le critère de l'addiction comme élément nécessaire, on perd certaines substances qu'il est pourtant intuitif de classer parmi les drogues, comme le LSD ou la Salvia divinorum. Et quant à l'idée que ce serait nuisible pour la santé, j'ai préféré parler d'organes, car la question de la santé est très complexe. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On a vu que la toxicité supposée de la substance revient fréquemment dans les définitions. Prendre de la drogue, c'est toujours immédiatement associé au fait de mettre sa santé en danger. Mais il est fondamental de rappeler que la question de la santé n'est pas une affaire réglée. Qui décide de ce qu'est la bonne santé ? Les médecins sont peut-être des experts dans le fonctionnement de notre corps et de ses réactions à divers virus, bactéries, etc. Mais ce ne sont pas les prescripteurs officiels de ce qu'est une bonne santé. Nietzsche voyait dans la figure des prêtres une espèce d'autorité insupportable qui entendait expliquer aux gens comment ils doivent conduire leur vie et qui décide à leur place de ce qui est bon ou mauvais pour eux. Dans son abécédaire, on voit Deleuze faire la même critique vis-à-vis des médecins. Et de fait, on voit bien le parallèle. Les médecins sont les dépositaires d'une forme d'expertise qui s'est étendue jusqu'à la conduite de nos vies. Les médecins seraient garants de ce qui est bon ou mauvais pour nous. Mangez moins gras, ne buvez pas, faites du sport. Toute une série d'injonctions qui découlent d'une conception normée de la santé. B est pour boisson dans cet abécédaire, et Deleuze y déclare « On peut boire autant qu'on veut, tant que ça n'empêche pas de travailler ». Aussi comprend-on que pour lui, son critère de santé, c'est le travail, et non l'état de son foie. Si boire ne l'empêche pas de penser, alors il se considère être en bonne santé. Et puis Deleuze préfère parler de petite santé et de grande santé, qui sont des expressions plus ouvertes que mauvaise santé et bonne santé. On serait bien en peine de définir clairement ce qui fait ou défait la santé. Si mes organes sont en parfait état de fonctionnement selon mon médecin, mais que je me sens nul et que je n'ose me lancer dans aucun projet, suis-je en meilleure santé que si mes poumons sont encrassés et mon foie amoché, mais que je n'ai jamais été aussi créatif ? Je ne veux pas trancher, notamment parce que je n'ai pas envie, comme le fait Deleuze, de prendre un critère de productivité pour évaluer la santé. Le fait est que chacun devrait prendre le temps de s'interroger sur ce qu'il perçoit être une bonne santé. Cela pourrait revenir à se demander à quelle puissance on aspire. Car il y a d'autres puissances que celle du travail. On peut vouloir développer notre capacité à imaginer, à rêver, à aimer. Pourquoi ces indicateurs-là ne seraient pas de bonnes mesures de la santé ? Pourquoi seraient-ils moins pertinents que le fonctionnement de nos organes ? Au contraire, je les trouve plutôt plus convaincants. En ce sens, la question de la santé est moins une affaire de médecine qu'une affaire éthique au sens propre, car cela concerne notre manière de ressentir, d'évaluer nos pensées, nos émotions, bref, notre manière de conduire notre vie. Et moi, j'aurais tendance à choisir comme indicateur le critère de l'amour. Plus je suis capable d'aimer, plus je suis en bonne santé. Et si des substances m'aident à aimer, alors je crois qu'il est bon pour ma santé que je les consomme. Nous ne devrions pas laisser la société nous dire ce qui est bon pour nous. Nous devons interroger la santé que l'on vise. Et précisément, c'est ce que font les drogués. Ils s'inventent une autre santé que celle que les médecins défendent. Une autre santé que celle que la société promeut. Et pourquoi pas ? Au nom de quoi les empêcherait-on ? Il y a quelque chose de terriblement coercitif dans cette interdiction de certaines substances. Car à la limite, ce que dit Deleuze sur l'alcool concerne une substance légale. Donc oui, il y a des injonctions morales qui nous invitent à boire raisonnablement. Mais ce n'est rien quand on compare cela à l'interdiction pure et dure des drogues. Nous devrions toutes et tous avoir le droit de définir ce qui constitue notre idéal de santé. Nous devrions avoir le droit d'explorer ce que cela peut vouloir dire pour nous, être en pleine forme. L'idéal de santé imposé par la société convient peut-être à beaucoup de gens. Mais voilà, si on est un peu différent, si on a une sensibilité particulière, si on a d'autres aspirations, si on ne rêve pas de réussite professionnelle, si on ne veut pas participer à la grande compétition sociale, si on est en quête d'autres sentiments, d'autres sensations que ce que la culture dominante propose et permet, alors on est livré à soi-même, voire confronté à des interdictions, à des risques légaux. Peut-être que l'alcool convient parfaitement à Bob. Il travaille beaucoup et le vendredi soir, après une longue semaine, il a besoin de décompresser, de rire, de se désinhiber, alors il picole avec ses copains. Et la société n'y trouve pas grand-chose à dire. Le comportement de Bob est largement accepté. Mais si Alice trouve que le monde va trop vite,
si elle n'a pas besoin de décompresser ou de se désinhiber, si elle n'a pas besoin de rire et d'oublier son manager, si elle a juste besoin de ralentir, de calmer son esprit, de s'apaiser. Peut-être qu'il existe une substance qui pourrait jouer ce rôle pour Alice, mais elle n'en saura rien, car cette substance est illégale, car la société se refuse à lui offrir cette opportunité. C'est le premier scandale de cette affaire. En interdisant des substances, on prive les gens d'une liberté fondamentale, celle de s'auto-médicamenter. Se soigner, apprendre à identifier ce qui nous fait du bien, savoir s'administrer un soin. Voilà des choses fondamentales dans le rapport à soi. Des outils et techniques qui peuvent rendre la vie plus facile, mais dont on nous a destitués en considérant qu'il fallait remettre ce pouvoir à une institution experte. Interdire des substances qui offrent un accès à d'autres manières de ressentir, à d'autres équilibres affectifs, c'est contraindre la sensibilité des gens, c'est l'uniformiser. En ce sens, si l'on considère que la santé d'une société dépend de sa capacité à faire coexister des points de vue divers, à accueillir en son sein une diversité de regards et d'émotions, alors interdire les drogues est mauvais pour la santé sociale. Dans la continuité de ce qui vient d'être dit, il faut souligner un autre élément fondamental de la perception des drogues, qui réside dans un état de conscience là encore mal défini, la lucidité. Dans cette vidéo de la chaîne Le Patient Zéro, on remarquait par exemple une tendance à valoriser principalement les activités mentales qui ont trait à la connaissance. On part du principe que le plus important pour l'esprit, c'est de pouvoir distinguer le vrai du faux. Aussi, la société impose un impératif moral tacite. Notre expérience doit être fidèle à ce que l'on nomme réalité. La réalité, telle qu'elle est décrite par la culture dominante, devient une norme qui s'auto-légitime. La réalité, c'est ce que la norme appelle réalité. Et s'en écarter, c'est donc être anormal. Avoir des expériences qui construisent une réalité différente vous marginalise automatiquement. Il y a donc implicitement l'idée qu'être dans un état normal, c'est être lucide, c'est avoir accès à la réalité. Et par extension, prendre de la drogue, c'est fuir la réalité, c'est vivre dans l'illusion, c'est ne pas être lucide. Si on refait un tour dans les dictionnaires pour lucidité, voilà ce qu'on trouve. Avoir toute sa conscience. Voilà une expression beaucoup trop vague si on s'y arrête 2 secondes. Si je veux vraiment savoir ce que cela veut dire d'être lucide et qu'on me répond « c'est quand tu as toute ta conscience », je ne suis pas plus avancé. On a ensuite fonctionnement normal des facultés intellectuelles. Vous imaginez bien que s'il faut définir ce qui caractérise un fonctionnement normal, on n'est pas sorti de l'auberge. Et on risque de tomber dans une définition circulaire. Le fonctionnement normal, c'est quand on est lucide. Fonctionnement normal des facultés intellectuelles, ça semble dire dont le fonctionnement correspond aux attentes de la société. Donc là encore, on rejoint une forme d'uniformisation des comportements. En appelant lucidité le fonctionnement normal, on fait un sous-entendu aux lourdes conséquences. Respecter la norme, c'est être dans le vrai. Ici, avec le Littré, on tombe sur une définition plus intéressante déjà. En disant que c'est la qualité de ce qui est clair à l'intelligence, on assoit la valeur lucidité sur une expérience subjective. En somme, selon la définition du Littré, il semble que seul l'esprit peut se juger lui-même lucide. Dans le même sens, la définition du CNRTL offre elle aussi une ouverture sympathique. En faisant de la lucidité la faculté de voir et comprendre avec clarté et justesse, on laisse en suspens ce qui définit une compréhension juste. Ce n'est pas forcément ce qui convient à la norme. Enfin, qui juge les choses clairement sans se payer d'illusions? Sans se payer d'illusions. Qu'indique cette précision? Qu'est-ce qui caractérise une illusion? Et se payer, ça veut dire s'y complaire? Bref. Ce que je voudrais retenir de toute cette définition, c'est qu'elle semble soutenir l'intuition selon laquelle notre état de conscience ordinaire est un état lucide. Si l'on s'en tient à ce qui est décrit là, la lucidité recoupe la très grande majorité de nos états de conscience. Or, cette idée selon laquelle je suis, dans la vie de tous les jours, dans un état normal, n'a rien d'évident. Entre mon réveil et le café, suis-je dans mon état normal? Quand je suis si concentré sur une tâche que j'oublie le reste du monde, mes amis, ma famille, suis-je dans mon état normal? Quand je rencontre quelqu'un qui me plaît et que je pense à cette personne 12 fois par jour, suis-je dans mon état normal? Quand je regarde mon enfant jouer et que ça me remplit de joie, suis-je dans mon état normal? Quand je ris avec une amie au point d'en avoir mal au ventre, suis-je dans mon état normal? Quand je danse pendant un concert, suis-je dans un état normal? Ou alors, c'est quand j'attends le métro que je suis dans un état normal? Quand je fais la vaisselle? Quand je fais les courses? Je pose toutes ces questions à la fois pour questionner l'existence d'un état normal, mais aussi pour mettre en lumière que s'il existe, nous ne lui accordons pas toujours une très grande valeur. Nous avons plutôt tendance à poursuivre des moments émotionnels, des moments qui, parce qu'ils atteignent une certaine intensité, colorent notre expérience du réel différemment, donnent une impression de valeur ajoutée à l'existence. On dit parfois que ce sont ces moments qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Chaque fois que l'on se concentre sur quelque chose, chaque fois qu'une émotion prend le dessus, s'impose comme l'émotion dominante,
chaque fois qu'une pensée intervient, c'est la conscience qui bouge, change, se transforme. Et nous avons tendance à organiser nos vies de manière à provoquer les changements de conscience que nous favorisons. Nous aimons certaines formes que l'expérience consciente peut adopter et nous n'aimons pas d'autres formes. Il est intuitif d'opposer l'ivresse à la lucidité, mais cette opposition, en plus d'être réductrice et manichéenne, est injuste pour les drogués. Car cela masque ce qui rapproche les usagers et usagères du reste de la population. La plupart des gens ne cherchent pas activement la lucidité. La plupart des gens n'idéalisent pas l'état normal. La plupart des gens passent leur temps à viser des configurations affectives spécifiques. Je me demande si on ne doit pas cette approche binaire qui oppose lucidité et ivresse à l'alcool. Comme si on faisait spontanément cette association, ne pas être dans son état habituel, c'est ne pas être lucide, c'est comme être ivre ou être bourré. Comme si l'ivresse d'alcool était devenue la référence, l'étalon de l'état altéré de conscience. Peut-être que ne pas être dans son état habituel peut au contraire être équivalent à être davantage lucide. Je crois qu'on a évacué l'idée que peut-être certaines substances peuvent altérer la conscience pour rendre plus lucide et non pas plus ivre. Qu'elles donnent accès à des états mentaux qui ne sont pas nécessairement brouillons ou illusoires, mais au contraire éclairants et précis. D'ailleurs, Charles Duhigg, un écrivain du siècle dernier, auteur entre autres du Pays de l'éclairement, préférait qualifier certaines substances dites psychédéliques de lucidogènes, par opposition à hallucinogènes, qui évoquent immédiatement une expérience illusoire. Si l'expérience de la drogue donne accès à d'autres états mentaux, et donc à une autre perspective sur la réalité, il faut noter que ce déplacement de point de vue peut être plus ou moins durable. La modification peut être temporaire, voire ne durer que le temps de l'expérience. C'est faire de la drogue une bulle, une parenthèse. C'est sans doute le cas de ce qu'on appelle les consommateurs et consommatrices occasionnels. L'expérience peut être très plaisante, très intense, mais rapidement, nous retrouvons notre perspective habituelle sur le monde. C'est un certain type de relation à la substance, en pointillé. Et puis, il y a le type de relation qui engage des modifications durables de notre point de vue sur l'existence. Sans doute peut-on parler de drogué dans ces cas-là. C'est la définition que je propose ici, elle est volontairement minimale. Un drogué ou une droguée, c'est quelqu'un qui, par l'entremise d'une relation régulière à une ou plusieurs substances, a durablement modifié la forme de son rapport à l'existence. De quelle modification parle-t-on ? Eh bien, je crois qu'il s'agit de transformer les valeurs, les désirs, les peurs, les croyances. On pourrait imaginer un gigantesque égalisateur, comme pour les chaînes hi-fi du siècle précédent. On avait déjà utilisé cette métaphore dans la petite vidéo sur le sens de la vie. D'ailleurs, elle va complètement dans le sens de ce qu'on raconte ici. Sur cet égalisateur, on y trouve tout ce qu'il est possible de ressentir consciemment. Et chaque indicateur de l'égalisateur est composé de plusieurs sous-indicateurs. Bon, évidemment, là, c'est pas complet, c'est juste à titre indicatif. Notre égalisateur est constamment en train d'évoluer. Cet égalisateur bouge tout au long de la journée. Il y a des gens chez qui il bouge très peu dans la journée, ou d'un jour à l'autre, d'une semaine, ou d'un mois à l'autre. Et il y a des gens chez qui, au contraire, ça bouge beaucoup, chez qui il y a d'importantes variations. Pour chaque personne, il y a comme un delta de ce qui est considéré comme normal. C'est une sorte de moyenne. Pour Alice, par exemple, tant que les valeurs se situent entre telle limite basse et telle limite haute, elle considérera qu'elle est dans un état relativement ordinaire. Pour Bob, c'est autre chose. C'est seulement quand on sort de ce delta, de ces moyennes, qu'on atteint des pics ou des chutes, qu'on ressent cela comme un état extraordinaire. Lorsqu'on prend une drogue, l'égalisateur bouge significativement. Souvent, cela permet justement de sortir de ses propres moyennes. Il n'y a pas que les drogues qu'il faut sortir de nos moyennes. Passer un entretien d'embauche, le premier baiser avec une personne qu'on aime, les exemples ne manquent pas. Peut-être qu'un usage prolongé des substances permet de changer nos moyennes durablement, de faire bouger le delta. Ça, c'est chaque delta affectif d'Alice sans prendre de substance. Et là, c'est en tant que consommatrice d'une substance. Pourquoi cela poserait-il problème ? Tout le monde aimerait avoir le contrôle de l'égalisateur. Alors pourquoi juger celles et ceux qui consomment des substances pour le faire bouger ? C'est une manière tout à fait sensée de poursuivre des états de conscience. Chaque substance tend à produire un certain état, et chaque personne qui consomme apprend à connaître le type d'état qui l'intéresse. La drogue nous force à nous positionner vis-à-vis de ce que nous qualifions d'expérience intéressante, vis-à-vis de ce qu'on considère qu'il est bon de vivre. On n'est pas tous d'accord là-dessus, et c'est pas un souci, mais il faut au moins le reconnaître. Nous ne valorisons pas tous les mêmes états mentaux. On peut aimer une substance parce que son effet est encouragé par la société. Certains aiment le café parce que ça rend plus productif, et la société récompense les gens productifs. L'histoire de la pause café est d'ailleurs intimement liée à l'histoire économique et industrielle. Au contraire, on peut aimer une substance parce qu'elle nous aide à suivre un système de valeurs différent de celui que notre environnement nous impose. Qu'une substance nous aide à échapper à des normes et des injonctions sociales
n'en fait pas un échappatoire, une illusion, un refus de la lucidité, une fuite ou je ne sais quoi. Cela veut simplement dire qu'on voit dans une substance une alliée pour nous aider à construire un rapport à l'existence qui soit plus riche et plus équilibré relativement à nos besoins et objectifs. Il n'y a aucune raison de croire qu'un état de conscience est plus proche de la vérité simplement parce qu'il est plus fréquent ou plus répandu. Il n'y a que des expériences. Que l'on soit concentré sur la route, ou pris dans un film, que l'on soit en train de rêver, que l'on ait bu, que l'on fasse l'amour ou que l'on prenne une substance, ce sont toujours des expériences. Et il est permis de comparer les expériences entre elles. Certaines sont plus agréables que d'autres. Certaines sont plus compatibles avec les attentes de la vie sociale que d'autres. Mais aucune ne peut prétendre être la vraie expérience normale. Ce qu'on appelle état normal renvoie simplement à l'état le plus banal, le plus habituel. Ça ne constitue pas une valeur en soi. Et on devrait encourager les gens à explorer les états alternatifs, en prenant toutes les précautions possibles bien sûr, mais parce qu'il y a plein de choses à y apprendre, parce que ça offre une nouvelle perspective sur nos états habituels, parce que ça donne du recul sur les états de conscience que notre culture encourage. C'est tout de même très sain de prendre de la distance vis-à-vis des injonctions que l'on reçoit plus ou moins consciemment tous les jours. On est régulièrement bombardé de valeurs. Soyez ceci, faites cela, c'est ça qui coule, réussir sa vie ça ressemble à ça. Consommer des substances permet d'interroger le bien fondé de ces injonctions. Cela permet de les regarder d'un autre œil, de les déconstruire. Atteindre des états de légalisateur différents de ceux que la vie génère spontanément, c'est se donner une chance de penser autrement, d'envisager d'autres croyances, d'autres valeurs. Et quand on voit ce que produit le mode de vie dominant, on se dit qu'on a bien besoin de faire un pas de côté. On encourage les gens à être compétitifs, narcissiques, productifs, originaux. On les invite à consommer, à voir l'accumulation de richesses comme l'indice d'une vie réussie. La consommation de substances permet un décalage vis-à-vis de ce modèle. En interdisant les drogues, on se coupe d'un formidable moyen pour questionner notre rapport à la vie, aux affects que l'on veut valoriser, pour interroger ce qui caractérise une vie réussie. Et je crois qu'on a vraiment besoin de ce type de remise en question. C'est une chose de ne pas être intrigué par le pouvoir de ces substances. C'en est une autre de vouloir les interdire pour autrui. Pourquoi un tel refus, sinon parce que la société tend à réprimer ce qui conduit à remettre son fonctionnement en cause. Petite parenthèse. Je veux croire que cette précision n'est pas indispensable, mais au cas où. Si certains parmi vous pensent que la société condamne les drogues parce qu'elles représentent un danger pour le consommateur et pour les autres, je crois qu'il suffit de voir le traitement réservé à l'alcool pour comprendre que ce n'est pas le cas. Malgré les différents dangers qu'implique la consommation d'alcool, celle-ci est globalement encouragée. Pour autant, il faut tout de même préciser que l'imaginaire autour de l'alcool n'est pas homogène. Il est beaucoup moins bien vu de boire et d'être saoul quand on est une femme ou quand on est pauvre. La manière dont la société traite un buveur ou une usagère de drogue n'est jamais indépendante de son statut social. Une injustice de plus. Je crois que c'est toute la société qui pâtit de cette situation. Les usagers et usagères en premier lieu, bien sûr, qui ne peuvent mener leur vie comme ils l'entendent. Mais l'État aussi. D'abord parce que la guerre contre la drogue, la prohibition et les politiques répressives, ça coûte un pognon de dingue et en plus ça ne marche pas. Ensuite parce que la prohibition implique des produits de moins bonne qualité, donc plus dangereux. Et puis les gens en général. D'abord parce que certaines substances interdites ont un réel potentiel thérapeutique ou antalgique. On passe à côté de traitements moins invasifs et moins coûteux. Ensuite, parce que comme on le disait, on a privé les gens d'un moyen très puissant pour explorer leur conscience et apprendre à se connaître. Il faut plaindre celles et ceux qui ont peur des substances, celles et ceux que la société a convaincus de se méfier des drogues, que les drogues sont mauvaises, que l'expérience n'a pas de valeur, que ce n'est qu'une illusion. On leur a volé tout un pan de leur existence. On les a persuadés que l'état de conscience idéal est celui qui est le plus conforme aux attentes et normes sociales. Que la bonne vie, c'est être en accord avec les valeurs dominantes. C'est de voir le monde comme on nous le présente. Qu'une bonne vie est une vie confortable et prévisible, au chaud dans nos habitudes mentales. Je les plains sincèrement, comme je plains celles et ceux qui décident de se lancer quand même dans l'aventure et qui doivent redoubler d'efforts et de prudence. Dans un monde idéal, la société communiquerait intelligemment sur les différentes substances, offrirait un cadre préventif efficace pour accompagner sans danger celles et ceux qui veulent explorer leur conscience. Les drogués sont des gens qui, comme tout le monde, tendent vers des états affectifs qu'ils valorisent. Ils ont juste la malchance de trouver cet état via des substances qui peuvent impliquer des contreparties, que ce soit en termes d'addiction, d'accoutumance, de toxicité pour certains organes, et de vivre dans une société où les moyens permettant cet état sont souvent illégaux, ce qui suppose donc qu'il n'existe aucune infrastructure pour leur permettre d'atteindre leur but en toute sécurité. Aussi, les dangers qu'on associe spontanément aux substances sont en réalité davantage dus au mode de vie qu'à la substance elle-même. Et ce mode de vie est difficile précisément à cause de la prohibition. C'est un sacré cercle vicieux. On interdit des substances, des gens ont envie ou besoin de ces substances,
L'interdiction rend la consommation difficile et dangereuse. Le manque de structure et d'accompagnement dans la consommation conduit à une précarisation des usagers et usagères. Et à la fin, les pouvoirs publics déclarent « Regardez ce que font ces substances, elles rendent les gens précaires, il faut leur faire la guerre ». Il y a beaucoup de mythes qui traînent sur les drogues. Il va falloir qu'on prenne le temps de les déconstruire. Et c'est en premier lieu l'idée que drogue égale danger qu'il nous faut remettre en cause. Il y a plein d'activités dangereuses. L'alpinisme, la boxe, conduire une voiture, utiliser certains outils. On ne s'empêche pas de faire tout ça parce que c'est dangereux. Mais on limite les risques. Et que fait-on pour limiter les risques ? Par exemple, on apprend, on fait attention, on s'entraîne. On n'y pense pas assez, mais se droguer, cela s'apprend aussi. On apprivoise des substances et leurs effets, et on apprend à gérer sa consommation, à optimiser les expériences, à comprendre notre relation à ces états de conscience. Par exemple, il y a la question de la dose. Et ce n'est pas une histoire banale de quantité. C'est une affaire plus complexe que ça. C'est une signification, la dose. Il y a, dans l'esprit du drogué, un espace concerné par la question de la dose. Un espace qui appréhende la dose, qui la pense, l'évalue, l'interroge. De manière tout à fait analogue à l'esprit du chef en cuisine qui dose son assaisonnement. Ou à la musicienne qui dose la hauteur de la note. Au peintre qui dose le mélange des couleurs. Aux amoureuses qui dosent l'intensité de leur baiser. Et c'est aussi en un sens ce qu'on appelle une technique de soi. C'est une manière de se rapporter à soi, d'apprendre à se connaître, d'affiner notre compréhension de nos affects. Et oui, ça en surprendra peut-être beaucoup, mais la drogue est une affaire très sérieuse, très précise et méticuleuse. J'espère que cette vidéo vous aura convaincu et que vous allez vous abonner dans la foulée. À bientôt!